On l'organise avec le parrainage du groupe Facteurs Humains en Santé, sans lequel tout ça ne serait pas possible parce que il y a la régie, il y a la pub, tout ça a été fait par le groupe. Donc je vous encourage, si vous ne connaissez pas ce groupe, à aller sur le site, découvrir un peu le matériel qui est publié et qui vous éclairera sur les facteurs organisationnels et humains. Ce soir, alors je vais commencer par réévoquer le titre. On va parler des compétences humaines et nous avons mis 2 points, faire de nos faiblesses des atouts, parce que ces compétences humaines n'ont jamais été aussi importantes et je dirais plébiscitées par les soignants. Et c'est un peu une période schizophrène parce que l'organisation n'a jamais été aussi chaotique, complexe dans le soin, et elles prennent toute leur importance. Et je rajouterais, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, qu'avec l'intelligence artificielle qui pointe son nez, eh bien, on peut aussi savoir comment on va se positionner vis-à-vis de toutes ces compétences humaines. Et nous allons un petit peu préciser surtout ce qu'on entend par compétences humaines. Alors, je vais faire les présentations d'abord, pour être poli. On a deux invités qui se prêtent au jeu du regard croisé. Le regard croisé, c'est faire intervenir des gens qui n'ont pas forcément à voir avec le soin, mais qui ont un éclairage sur la sécurité, la gestion de risque, les compétences non techniques, et qui peuvent donc nous apporter avec leur regard venant d'un autre horizon. Alors, comme je l'ai dit, droit d'aînesse, on commence par Christian Morel. Christian Morel, qui est d'abord un enfant du facteur, donc membre du groupe, mais surtout Christian est un sociologue. Et ça, c'est intéressant parce que nous, médecins, on est habitués aux études randomisées double aveugle pour prouver ce qu'on dit, ce qu'on fait. Eh bien, nous découvrons dans les compétences humaines, les compétences non techniques, l'importance des sciences humaines qui n'ont pas la même méthodologie. Et Christian a parcouru le monde des organisations à haut risque durant une bonne partie de sa vie. Et il en a sorti 3 bouquins que je vous encourage, si vous ne les avez pas encore. Voilà, Les décisions absurdes, tome 1, tome 2. On est là aussi là pour ça, faire un peu de promo. Et le troisième, qui est un délice, L'enfer des règles. Donc, vous tapez Christian Morel sur votre moteur de recherche préféré, vous trouverez tout ça. Et c'est des bouquins vraiment les pieds dans le sable que vous lirez avec beaucoup de plaisir. Voilà, alors Christian, je ne sais pas si tu veux compléter ton CV. Non, simplement, je suis retraité de mon activité principale. J'ai été pendant 35 ans en entreprise comme cadre, et le dernier poste, quand j'ai pris ma retraite, était celui de directeur des ressources humaines de la division véhicules utilitaires de Renault. Donc j'ai une expérience en fait d'entreprise et accessoirement de chercheur, de sociologue. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je poursuis une activité par des contacts, participation à des séminaires, participation à Facteurs Humains en Santé, je fais des conférences, etc. Voilà. Eh bien, merci Christian. Et notre deuxième invité, Hervé Caliza. Hervé Caliza, bon, qui est un peu mon coup de cœur. Hervé a déjà fait un webinar avec nous. Vous pouvez aller le voir sur le site du groupe Facteurs Humains en Santé. Alors, vous allez vous dire pourquoi moi, Thomas Lopez, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis médecin anesthésiste. Eh bien, pourquoi je m'intéresse aux guides de haute montagne? Eh bien, parce que, comme nous, les soignants, les guides ont une culture métier basée sur la résilience, et ils ont dû faire leur virage vers plus de sécurité, ou en tout cas plus de remontée sur leurs incidents pour faire de la gestion de risque. Et donc, je me suis toujours intéressé à leur monde, et ils sont passés des livres solitaires que j'ai lus de gens comme Walter Bonatti, des gens comme ça, à des organisations tournées aussi vers le risque, puisqu'ils emmènent maintenant des personnes plus ou moins formées
dans des zones à risque, hein, où il y a le précipice à droite et à gauche. Et Hervé est donc guide, c'est son métier, mais il s'investit aussi beaucoup dans la sécurité, la gestion de risque et surtout dans la formation des guides. Et c'est à ce titre que je lui ai demandé de participer à ce webinaire. Voilà, Hervé, est-ce que tu peux compléter un peu ta présentation? Bonsoir à toutes et à tous. Pour compléter, ouais, je m'occupe donc du coup de la formation des guides de montagne, donc dans un centre de formation qui s'appelle l'École nationale de ski et de montagne à Chamonix, l'ENSA. Et puis parallèlement à ça, je coordonne aussi les directeurs techniques de 25 pays dans le cadre d'une union internationale qui s'appelle l'UIAGM. Et donc on essaie de mêler plusieurs points de vue, plusieurs cultures. Et tout ça est, ma foi, passionnant. Voilà. Et donc oui, le risque, c'est notre métier, et même qu'il y a des gens qui nous payent pour en prendre. Et donc je vais vous partager tout ça dans les prochaines minutes. Bon, parfait. Merci. En tout cas, merci infiniment, Hervé, d'être là, hein. C'est vraiment une richesse, on va le voir lors des entretiens, de t'avoir avec nous. Alors, voilà, je vais commencer un peu par, maintenant que les présentations sont faites, je vais vous présenter un petit peu le sujet avant de lancer le débat. Donc, les compétences humaines, c'est quoi? Les compétences humaines, c'est les compétences non techniques, le savoir-être, les soft skills, tous ces termes que vous avez entendus, eh bien, vous pouvez les traduire par les compétences humaines. D'où elles viennent historiquement, que vous ayez quand même des bases, parce que c'est un peu l'ADN du groupe aussi, que vous partiez avec des petites bases en facteurs organisationnels et humains, eh bien, ces compétences viennent de l'aéronautique dans les années 70, où des accidents d'avion incompréhensibles parce que l'avion marchait bien, parce qu'il y avait plus de 10 000 heures de vol au compteur de chaque pilote, eh bien, il y avait des crashs incompréhensibles. Alors, je vous en cite un, hein, c'est l'Eastern 401, où il y a une panne de lumière de train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, il sort, mais il y a une panne de lumière, et l'équipage est tellement absorbé, il y a un débrayage de pilote automatique, c'est de nuit, l'avion tombe et se crache. Bon, voilà. Autre exemple, l'image que vous avez à gauche, c'est le commandant Van Zantem de Tenerife, dont vous avez peut-être entendu parler en 77. Il y a deux 747 qui vont se rentrer dedans parce que le commandant de bord, pour le dire simplement, n'écoute pas ses coéquipiers. Et donc, ces accidents vont traumatiser la régulation aérienne. Et donc, il y a une réunion à Istanbul dans les années, je crois, 70, où l'IATA décide de lancer véritablement une formation qu'on appelle le Cockpit Resource Management, qui est une philosophie de travail en équipe. Et donc, cette philosophie de travail en équipe, elle se base sur des socles de compétences. C'est ce qu'on va voir ce soir. Et j'insiste là-dessus, c'est des compétences qui sont connues de tous. Pour vous dire, le Cockpit Resource Management des années 70 est devenu le Company Resource Management. C'est-à-dire que même le mécanicien de vol, il connaît le listing que je vous affiche là des compétences humaines ou compétences non techniques. Alors, nous, ce soir, on ne va pas tout aborder, mais on va aborder le leadership, la communication, la prise de décision, la conscience de la situation individuelle et collective, et un sujet, moi, qui me touche particulièrement, et je pense que vous, soignants, vous touche aussi, c'est la gestion des limites humaines, c'est-à-dire la fatigue, le bien-être. Je vais vous le dire autrement, vous ne pouvez pas bien prendre soin des autres si vous ne prenez pas soin de vous-même. D'accord? Voilà. Alors, la gestion de la charge de travail, la gestion des automatismes, on ne va pas en parler, mais vous verrez, on abordera le leadership communication ensemble, parce qu'il n'y a pas de leadership sans communication et il n'y a pas de communication sans leadership. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais réfléchissez à ce que je viens de dire. Et il n'y a pas de bonne décision sans conscience de la situation. Hein, on va essayer de vous définir un peu ce que c'est et on terminera par les gestions des limites humaines. Hein. Voilà.
Donc, l'idée aussi de ce webinaire, c'est que vous sortiez avec une boîte à outils, hein, c'est-à-dire des éléments que vous pouvez amener sur le terrain de vos services, de vos salles d'opération, de vos SAMU, que vous soyez aide-soignant, infirmier, médecin, voire administratif. Ce webinaire est aussi fait pour vous. Et peut-être ceux à venir auront le même d'ailleurs ADN, vous fournir quand même une petite boîte à outils. Alors, avant de lancer le débat, je voulais quand même vous donner quelques bases. Est-ce que toutes les organisations face au risque se valent? Oui et non. Quand vous regardez ces 4 images, ce n'est pas les mêmes industries, on va le voir tout de suite, mais il y a un point qui doit vous marquer, il y a des femmes et des hommes partout sur ces images. D'accord? Et ça veut dire qu'il y a un cerveau humain qui est confronté à un environnement complexe, dynamique. Et ça, si on n'a pas conscience de cela, on se réfugie dans ces complexes de culture métier. Et l'idée, c'est de s'ouvrir et de voir comment justement ces différents corps de métier peuvent apporter sur la gestion de risque des éléments en commun parce que précisément, il y a de l'humain derrière. Et donc, vous avez 3 mondes. Alors, ça ne vient pas de moi, c'est Cocorico, c'est monsieur René Amalberti, qui est un des plus grands chercheurs en gestion de risque. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, bah, vous tapez, vous verrez, il a publié foison. Rien que de regarder ses vidéos, vous allez vous éclairer. Il y a 3 mondes du risque, en gros. Hein. Il y a un monde à l'extrême droite, qui est le monde aéronautique, qui a une totale aversion au risque. Alors, les mauvaises langues disent qu'il passe plus de temps à s'entraîner qu'à être en opération. Mais ça marche bien. Il faut savoir qu'un pilote, il met sa licence 2 à 3 fois par an sur la table. Hein. Et donc, dans ce monde-là, il y a une enveloppe opérationnelle qui contraint l'opérateur très fortement. D'accord ? À l'autre extrême, à l'extrême gauche, dans le rouge, vous avez le monde d'Hervé Caliza. Là, c'est un monde où le risque est constant. On l'a accepté. On travaille beaucoup par compagnonnage, on se donne des trucs, il n'y a pas beaucoup de procédures. Encore qu'Hervé me dira que c'est en train de changer. Mais l'ADN de ce monde-là, j'aurais pu vous mettre les pêcheurs en haute mer, c'est un peu la même chose. C'est beaucoup basé sur l'improvisation et le rattrapage. Ça marche moins bien, un incident sur 100. Voilà. Bon. Et puis au milieu, bah, y a nous. Il y a la médecine, les organisations haute fiabilité. Alors, on a des procédures, on a des protocoles, mais on doit intégrer du risque. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vous mets un schéma cloisonné, mais évidemment, ces mondes ne sont pas cloisonnés. Quand Sullenberger pose son A320 sur la rivière Hudson, parce qu'il se prend des oies sauvages dans ses 2 réacteurs au décollage et qu'il ne peut pas faire demi-tour sur la Guardia, et qui ne peut pas aller se poser à Teterboro. Hein, c'est le film Sully que vous pouvez aller voir. Eh bien, quelque part, il fait une bascule de son monde ultra réglé, parce qu'il n'y a pas de procédure à ce moment-là, et il va basculer vers le monde ultra résilient d'Hervé dans le rouge. D'accord ? Donc, loin de moi, et inversement, Hervé vous expliquera que maintenant, ils introduisent de la gestion de risque et de la procédure eux aussi. Donc, loin de moi de cloisonner les choses, mais vous devez avoir ces repères-là. Premier point. Deuxième point, c'est quoi un environnement dynamique et complexe? Alors la complexité, les soignants, mes amis, vous savez ce que c'est, je ne vais pas revenir dessus, on va vite passer dessus. Vous savez que nos patients sont de plus en plus complexes. Moi, il y a des gens maintenant que je mets sur table d'opération, il y a 10 ans, on ne leur proposerait même pas la chirurgie. Les attentes de la société vis-à-vis de nous sont démesurées. Il y a multiples intervenants. Quand un patient avait un intervenant, il y en a 5. Donc les problématiques de communication, on connaît. Vous voyez ce que je veux dire. En revanche, un système dynamique, ça, j'aimerais que vous sortiez du webinaire en sachant ce que c'est, parce que c'est très codifié en gestion de risque. Alors, un système dynamique en gestion de risque, c'est un système où il y a de l'évolutivité. C'est quoi ? Votre patient, il rentre à l'hôpital malade, il sort guéri, il a évolué sur son séjour. Voilà. La variabilité, c'est que dans son séjour, il y a des paramètres, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température, qui vont varier. On monte d'un cran, la pression temporelle,
ben, il y a des fois où vous devez aller vite parce que vous sauvez des vies. La communication multi-intervenant, je vous rappelle qu'il y a une étude d'une commission américaine qui s'appelle la Joint Commission qui vous dit que plus de 70% des événements indésirables graves ont pour cause une rupture de communication. D'accord ? Donc ça rajoute à l'environnement dynamique et complexe. Et enfin, bah, quand vous avez l'arrêt cardiaque en pédiatrie, c'est l'enjeu et l'incertitude. Vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas toujours avoir toutes les informations pour décider. Alors pourquoi c'est important de définir ça ? C'est que votre petit cerveau, eh bien, il va monter en charge cognitive dans des environnements comme ça. Et c'est pour ça que vous faites des erreurs. Et là, bon, c'est un montage et je terminerai par ça avant de lancer le débat. Mais vous voyez à gauche la ligne rouge, c'est le nombre d'erreurs que vous faites par heure. Alors ça vient d'où ? Ça vient de René Amalberti à nouveau. Les chercheurs se sont assis, ils ont regardé les équipages lors de certification d'appareils et ont fait en moyenne 5 à 7 erreurs par heure. D'accord ? Mais pourquoi elles n'ont pas de conséquences ? Parce que c'est la courbe verte à droite, on rattrape plus de 50% de nos erreurs. Donc ça vous permet de rester dans un canal de performance qui est bon, y compris quand vous êtes en mode stressé, vous allez être plus vigilant et plus rattraper vos erreurs. Le problème, c'est que quand vous allez dépasser vos capacités cognitives, eh bien, vous allez moins rattraper vos erreurs et là, baisser en performance. Donc, tous ceux dont on va parler ce soir, ces fameuses compétences humaines, sont là justement pour que vous gardiez de la performance dans ces environnements complexes, dynamiques, dans le soin et, j'ose le dire, pour améliorer la sécurité des soins. Donc, voilà ce qu'on peut dire en introduction. On va commencer le débat. Alors, Christian, je vais commencer par toi. On va commencer par leadership et communication. Dans ton parcours de toutes ces industries à risque, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a des bons leaderships, des mauvais leaderships ? Est-ce qu'il y a des leaderships qui favorisent la communication ou pas ? Alors, en matière de leadership, je pense qu'il faut avoir un environnement, un contexte où l'autorité n'est pas intimidante, n'est pas oppressante, où l'autorité permet aux acteurs d'échanger, de communiquer. Et on peut citer plusieurs cas dans des métiers autres que ceux du soin. Par exemple, si on prend le cockpit, aujourd'hui, les compagnies aériennes modernes, leur préoccupation par rapport aux incidents qu'il peut y avoir, c'est de faire en sorte, ce n'est pas d'augmenter l'autorité du commandant de bord, c'est au contraire, paradoxalement, de diminuer l'autorité du commandant de bord pour qu'il y ait davantage de communication entre le commandant de bord et le copilote. Et ça se traduit concrètement par des principes. Par exemple, s'il y a un incident, eh bien, la règle, c'est que c'est le copilote qui doit parler en premier pour éviter qu'il soit influencé par le commandant de bord qui est son chef. Ou bien quand les pilotes sont en croisière, on ne va pas en vol, on ne va pas parler de commandant de bord et de copilote, on va parler de pilote en fonction, c'est celui qui est aux manettes, et pilote monitoring. Et si c'est le copilote qui est monitoring, c'est lui qui va surveiller son commandant de bord pour éventuellement voir s'il ne commet pas des erreurs. Et ça va jusqu'à ce que si il y a une remise des gaz qui est nécessaire, que c'est le commandant de bord qui est aux commandes, eh bien, si le copilote déclare remise des gaz, le commandant de bord n'a pas la possibilité de dire « Ah oui, tu crois que vraiment c'est nécessaire ?» Il doit obéir l'instruction du copilote alors qu'il est son chef. Donc, c'est ce qu'on appelle en aéronautique la baisse du gradient d'autorité, mais ça vaut pour toutes les professions. Si l'autorité est excessive, ça va bloquer des actions intelligentes
Et donc, ça crée des problèmes. Et on a des contre-exemples. Par exemple, lorsqu'il a été décidé de lancer la navette Challenger qui a explosé, il y avait un problème sur les joints. Les chimistes étaient conscients qu'il y aurait un problème sur les joints, mais comme ils n'avaient pas le statut de manager, ils n'ont pas été autorisés à voter lorsque la décision a été prise de lancer la navette. Et s'ils avaient été autorisés à voter, certainement qu'ils auraient voté contre l'autorisation de lancement de la navette. Et en même, il y a aussi des exemples dans d'autres professions. Par exemple, dans l'armée, aujourd'hui, dans les armées modernes, le principe, c'est ce qu'on appelle le mission de commande. C'est-à-dire que les chefs donnent des objectifs, mais les hommes de terrain, les officiers de terrain et les soldats ont beaucoup d'autonomie en fonction des situations qu'ils rencontrent. Et c'est aujourd'hui, on le voit, si l'armée russe a autant de problèmes, c'est certainement parce qu'ils ont une hiérarchie, ils ont une armée très hiérarchisée, alors que les Ukrainiens sont beaucoup plus décentralisés. Alors je ne sais pas si tu veux que je parle tout de suite de la communication. Donc, j'aborde le sujet communication qui est lié au précédent, puisque l'autorité dans une organisation doit faciliter la communication. Et dans d'autres métiers que celui des soins, et je cite l'aéronautique et les armées, un grand principe, ce sont les briefings et les débriefings. Jamais des pilotes, que ce soit dans l'armée de l'air ou dans les compagnies aériennes, ne partiraient sans avoir fait un briefing ou ne reviendraient sans avoir fait un débriefing. On a des managers sont allés faire un stage à Couët-Quidan et après on leur a posé la question: qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le fonctionnement de l'armée? Et ils ont tous répondu: c'est les briefings et les débriefings. Parce que dans les entreprises, on n'a pas du tout cette idée que de communiquer avant et de communiquer après. Et parmi les problèmes de communication, il y a une dimension importante, c'est la verbalisation, c'est-à-dire se forcer à exprimer oralement les choses. J'ai rencontré beaucoup de situations où, par exemple, quelqu'un commettait une erreur, son supérieur le voyait, et pour ne pas le vexer, ne lui disait pas. Alors, donc, celui qui avait commis l'erreur ne pouvait pas profiter de la correction qui avait été faite. J'ai vu ça dans différents métiers. Et une dimension de la communication, c'est aussi la non-punition des erreurs non intentionnelles, parce que si les individus craignent d'être punis s'ils communiquent, s'ils disent ce qui s'est passé, eh bien, ça va les dissuader de s'exprimer. Il y a eu une enquête auprès des contrôleurs aériens et on leur a demandé quels sont les facteurs qui vous empêchent de communiquer sur les incidents. Et 90% ont répondu que c'était la crainte de la punition. Ils ont toutes les autres raisons, ils les ont mis, étaient beaucoup moins majoritaires. Très bien. Merci Christian, en tout cas pour ton éclairage. De ton côté, Hervé, alors là, on passe au côté un peu plus opérationnel. Toi qui amènes des cordées dans des zones à haut risque, tu es par définition le leader du groupe. Comment tu gères justement ce leadership et cette communication? Alors, peut-être qu'avant de rentrer tête dans le guidon dans le sujet, j'aimerais, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le métier de guide de haute montagne, donc j'aimerais d'abord en fait préciser un petit peu quelles sont les particularités. Alors la première particularité, c'est qu'on est lié à nos clients. Ça veut dire que si le client fait une erreur ou si le guide fait une erreur, eh ben, il y a de grandes chances que l'ensemble tombe en même temps.
puisqu'on est en cordée en fait. Donc la corde, ajoute quand même un engagement de corps et d'esprit de toutes les parties qui est majeur et fondamental en fait. Donc quelque chose qui est central dans la sécurité dans une cordée, c'est la confiance des uns envers les autres, parce que justement, si tu tombes, je peux tomber avec toi. Donc ça, c'est vraiment central dans notre métier. Les autres particularités, c'est qu'on n'a pas d'électronique, on n'a pas de tour de contrôle, on n'a pas de professionnels autres que nous avec nous, on n'a pas de piste d'atterrissage, de balisage, d'équipement. Et donc, on est dans la pampa, un petit peu au milieu de nulle part, en altitude. Plus on monte, moins on a de capacité. Plus on s'isole, moins on peut être secouru, etc. Et donc, du coup, on est très exposé à la fois aux éléments, mais aussi à tout ce qui est météo, etc. La dernière chose que je voulais dire pour un peu définir ce métier, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on doit gérer en termes de paramètres. Et quand Thomas parlait de situations dynamiques et complexes, alors là, pour le coup, je pense qu'on est servi. Et voilà. Et tout ce que je viens de vous préciser fait qu'il y a des fois, on est franchement en butée mécanique en termes de… on est limité, on ne peut pas traiter tous les paramètres. Donc ça, c'est pour définir un petit peu les particularités du métier. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est vous faire un rapide éclairage sur l'histoire de notre formation. Et en gros, il y a 200 ans, il fallait être fort et courageux. Et puis en fait, les guides se sont aperçus que on avait beau être fort et courageux, il y en avait plein qui mouraient quand même. Donc après, on est passé dans la phase, en fait, pour être bon guide, il faut être excellent techniquement. Donc, il y a eu une grande période où l'excellence technique était au cœur de la formation. Bon, plus on augmentait les exigences techniques, et puis plus il y avait d'accidents. Donc, ça ne marchait pas non plus. Ensuite, on est passé dans l'ère de « en fait, les erreurs viennent des humains, donc l'humain est un facteur. Donc, il y a l'ingénierie du risque. Donc, on va mettre la réalité dans un tableau. Et en fait, en suivant le tableau, ça va marcher. » Et ça marchait mieux, mais ça n'a pas résolu tous nos problèmes. Et aujourd'hui, on passe dans une nouvelle dimension de la formation, beaucoup plus systémique. Et je pense on va y revenir un petit peu par la suite. Où, pour vous résumer la situation, c'est qu'on ne parle plus de facteurs humains, mais d'acteurs humains. Je peux vous préciser ça en vous disant que finalement, le leader, s'il est tout seul et s'il est convaincu qu'il est tout seul à décider, il s'expose énormément à des décisions absurdes. Donc, nous qui n'avons ni d'équipe, ni de tour de contrôle, ni d'électronique, ni de quoi que ce soit, en fait, la seule chose, entre guillemets, sur laquelle on peut se reposer, se confier, c'est les clients avec qui on part. Et donc être leader quand on est guide, c'est aujourd'hui descendre un petit peu de son piédestal et essayer de se mettre dans la même histoire que le client pour que les décisions qu'on va prendre ensemble, puisqu'on est exposé ensemble, soient les plus cohérentes possibles. Donc, on a quelques procédures, etc. Mais en tant que leader, quand on est sur le terrain, qu'on doit gérer, qu'on a les deux mains dans la neige, les pieds sur le caillou, la corde dans les dents avec le client derrière, etc. En fait, les procédures qu'on peut utiliser doivent être extrêmement simples parce qu'on doit gérer plein de choses en même temps. Donc, on est passé de l'image du guide immortel, mais qui mourait quand même, à un guide qui descend un peu de son piédestal et qui vient chercher chez le client une aide à la décision. Très bien. Et donc, du coup, ça rend la communication centrale. Et donc, pour finir mon petit laïus, en fait, aujourd'hui, on essaie de travailler plus sur des briefings ou débriefings ou consignes montantes. Ça veut dire qu'on va d'abord écouter ce que le client a vu ou ce qu'il ressent et seulement ensuite apporter notre regard
Donc, toujours dans cette idée de croiser les regards et d'utiliser en fait les deux matières grises. S'il y a un guide, un client, et ben en fait d'utiliser les deux cerveaux pour faire une décision plus cohérente. Donc, on rejoint d'une certaine manière les principes élémentaires et fondamentaux qu'a cité Christian juste avant. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux. C'est très éclairant. Si on doit un petit peu résumer pour la boîte à outils, je dirais que un bon leader, de ce que vous me dites, doit mettre au devant l'importance du contradictoire. C'est ce qu'on voit par les attitudes d'ajustement de ce que tu as appelé, Christian, les gradients d'autorité. Et l'ajustement du gradient d'autorité va permettre effectivement ce qu'on appelle l'oser dire, en fait. Et dans tout ce que vous dites, on en revient à ce que j'ai envie de qualifier un leadership ouvert, où l'obsession du leader, c'est pas de commander, mais c'est d'avoir la bonne remontée d'informations pour pouvoir décider avec l'équipe. Je voudrais faire une dernière remarque sur l'idée de verbalisation. Et ça, j'insiste beaucoup parce que pour avoir vécu des situations d'urgence un peu catastrophiques, on a du mal à verbaliser le diagnostic. Or, ça, c'est très important pour aider à la communication, puisque c'est comme ça qu'on va construire le schéma mental partagé au sein de l'équipe. Si on se met à travailler de manière finalement implicite, sans à un moment donné déclarer c'est un choc anaphylactique, eh bien, quelque part, si on ne fait pas cet effort de verbalisation et de déclaration, on ne calibre pas le schéma mental. Alors, dans un leadership ouvert, c'est un schéma mental qui peut être contredit. On doit même entendre l'infirmier qui sort d'école et qui nous dit, écoute, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se passe, ça ne me va pas trop. Et ça, c'est pour clôturer là-dessus, c'est l'idée de ce qu'on appelle la culture juste. Vous avez peut-être entendu parler de la just culture, qui est une sécurité psychologique des opérateurs aujourd'hui, où chacun doit, y compris dans une cordée où il y a un guide charismatique, doit pouvoir lever la main et dire, écoute, je ne suis pas à l'aise avec cette situation ou je n'ai pas compris ton ordre de prescription. S'il te plaît, est-ce que tu peux la réexpliciter? Et je terminerai juste par vous dire qu'il y a une étude d'un audit américain sur la sécurité des médicaments qui montre qu'il y a plus de 50% des répondants paramédicaux qui avaient subi des intimidations, y compris physiques, lorsqu'ils demandaient une précision sur un ordre médical ambigu. Voilà. Donc, vous voyez que cette question du leadership, elle est aussi cruciale dans notre domaine médical. Donc, retenant, gradient d'autorité, oser dire, l'importance du contradictoire, qui sont quand même des éléments fondamentaux, et sur la communication, la verbalisation. Voilà, Thomas, on va... Oui, Thomas, juste, je voudrais faire, pour prolonger ce que tu dis, oui. Nous, le contradictoire, c'est assez compliqué. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire hyper attention, c'est que, en fait, impliquer l'autre dans les stratégies de sécurité ou même dans les mécanismes décisionnels, ça ne veut pas dire lui donner la décision. Et ça, souvent, en fait, en formation, les stagiaires qu'on a, ils ont du mal à faire la différence. Il y a une différence entre qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as vu, et donc ça, c'est de la consultation, en fait, où si tu ne comprends pas ce que je fais, tu n'hésites pas à m'arrêter. Okay, donc là, on donne la possibilité de… Voilà. Et puis, il y a, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça n'a rien à voir, en fait. Et donc, en fait, un leader, de notre point de vue, il doit créer une atmosphère qui permet aux gens qui l'accompagnent de s'exprimer. Et lui-même doit se mettre aussi un peu à poil en disant, bah voilà, bah oui, moi aussi, là, j'ai peur. Et donc, ça justifie toute la solution et le processus qui va être mis derrière en place. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention de ne pas confondre. On va décider tous ensemble et c'est la foire. Et je consulte et je donne à l'autre la possibilité de s'exprimer. Voilà le petit point de vigilance que je voulais souligner.
Formidable, formidable. Non, mais je pense que c'est essentiel ce que tu dis pour notamment l'environnement médical où on a affaire à des externes, des internes, des infirmiers, des médecins. C'est important parce qu'il y a aussi des éléments de responsabilité un peu qui pointent leur nez sur celui qui décide au final. Donc, non, non, très bien, très, très bien. Bon, vous voyez comment la discussion est riche là, ça me plaît bien. On va continuer sur le processus de décision et de la conscience de la situation. Alors, je vais commencer par juste définir un terme, parce que prise de décision, les gens voient un petit peu ce que c'est. La conscience de situation, juste pour vous dire, hein, c'est un thème en facteur organisationnel et humain qui vient des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, où ils ont compris dans leur stratégie qu'il fallait savoir d'où on venait, où on était, où on va. C'est un peu les 3 temps de la conscience de la situation. Bon, c'est quelque chose qui a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Hensley plus tard, si vous avez envie de lire les articles un peu plus cadrés là-dessus, mais c'est l'idée. Et si vous voulez avoir une idée simple à nouveau, quand vous apprenez à piloter, on vous dit tu ne dois pas être derrière l'avion, tu dois être devant l'avion. Hein. Donc c'est un peu ça la conscience de la situation. Alors Hervé, je voudrais rebondir sur toi, parce que tu es un peu l'opérateur là, du groupe. Si tu te trompes, tu es dans le précipice. Quels sont justement les éléments, peut-être les outils que vous utilisez sur le terrain pour votre prise de décision, pour la conscience de la situation? Est-ce que tu peux un peu développer ces notions-là pour nous, de ton point de vue? Alors, nous, pendant des années, on s'est gratté le front pour se demander comment on pouvait enseigner des choses qu'on faisait tous les jours sur le terrain, mais qu'on avait du mal à expliquer. Pendant presque 20 ans, on a fait de l'ingénierie du risque avec des tableaux, comme je vous disais tout à l'heure, et en fait, on arrivait clairement en butée mécanique. Ça veut dire qu'en fait, on constatait que personne n'utilisait vraiment ce type de matrice. Donc, en 2019, on a tout remis à plat et en fait, on s'est dit, en fait, quand on ressent des choses, quand on ressent quelque chose au niveau du ventre, au niveau du corps, en fait, si c'est là, c'est que c'est vrai. Et si c'est là, ça veut dire que ça a un rapport avec notre expérience, avec notre héritage, etc. Donc, en fait, on a un signal. Et puis, à côté de ça, on a un diagnostic qu'on peut faire avec des choses qu'on voit. Donc, je pourrais l'imaginer un peu avec la partie émergée et immergée de l'iceberg, d'accord? Et en fait, aujourd'hui, on enseigne comme ça la prise de décision. Ça veut dire on fait la différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Mais en tout cas, les deux, on les prend en compte, quoi. Donc, par exemple, un stagiaire, il peut très bien nous dire, là, je le sens pas. OK, très bien. Donc, ça veut dire qu'il a peur. Et on va essayer de dire, alors, montre-moi qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et donc, du coup, ce qu'on peut pointer du doigt, on va le faire en diagnostic. Donc là, c'est là, on réfléchit. Mais par contre, on a pris en compte la peur au départ, qui était le signal qui vient plus de l'expérience. Donc aujourd'hui, on a ces deux socles, là, ces deux plateaux de la fin de la balance. Et ce qu'on dit, c'est en fait, le truc central, c'est de prendre du temps pour voir s'il n'y a pas une dissonance entre les deux. S'il y a une dissonance entre les deux, du coup, on va refaire une boucle de diagnostic, mais en tout cas, on va avoir l'occasion d'en parler. Et donc, prendre le temps de faire la part des choses entre ce que je ressens et ce que je vois, donc le diagnostic, et ensuite de s'interroger sur est-ce que c'est cohérent pour moi et pour les autres, et in fine, est-ce que la solution que je retiens, est-ce qu'avec la solution que je retiens, je pense pouvoir garder la maîtrise de la situation. Donc ça, je vous détaille beaucoup, mais c'est un processus mental qui se passe en 2 secondes, hein, ok? Mais en tout cas, voilà les étapes. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Je prends le temps de comparer. J'ai une solution. Est-ce que c'est cohérent pour moi et pour les autres? Donc, ça implique en fait de l'interaction avec mes partenaires. Et in fine, si je prends cette option-là, est-ce que je pense pouvoir garder la maîtrise? Et donc, on entraîne les stagiaires sur ce processus de base. Et après, c'est mécaniquement, c'est hyper facile. Et surtout, c'est que ça permet de générer de la discussion dans les membres de la cordée. Donc, je voyais passer dans les commentaires là, un truc sur le briefing. Et par exemple, sur un moment clé,
plutôt que de dire, moi, leader, je vais vous expliquer comment ça va se passer, on va commencer par, bah alors, vous le sentez comment? Donc, on va interroger l'interne et puis après, on va se baser sur le diagnostic, donc sur la partie externe. Et donc, on va en permanence jongler entre ces deux versants de la décision. Ok, très intéressant. Christian, de ton côté, justement, est-ce que dans les voyages que tu as faits dans les différentes industries à haut risque, tu arrives à dégager un petit peu des méthodologies pour aider à la décision, pour justement faciliter cette prise de conscience de la situation avant de décider? Quel est ton point de vue? Parce que bon, tu as un regard peut-être un peu moins opérateur de terrain, mais j'aimerais avoir quand même ton sentiment là-dessus, sur ce sujet. Par rapport à la conscience de situation, le problème, c'est d'être conscient des biais cognitifs potentiels. Donc, les plus connus, c'est l'effet tunnel. Ça veut dire qu'on est tellement axé sur un objectif, sur un problème, qu'on oublie tout ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a une restriction totale de la conscience, ou bien l'erreur de représentation. On commet une petite erreur et puis on s'égare complètement et on va réinterpréter la réalité comme étant correcte alors qu'elle est complètement fausse. Ou bien il y a également les a priori, c'est-à-dire qu'on part sur quelque chose en ayant une idée préconçue. C'est par exemple les chimistes de Challenger qui pensaient qu'il faisait toujours doux en Floride, qu'il n'y avait jamais de température négative et qui ont conçu des joints qui n'étaient pas adaptés à des températures négatives. Donc les a priori, les erreurs de représentation, l'effet tunnel, donc ça, on les enseigne dans les cours les cours de management des pilotes, on enseigne l'existence de ces biais cognitifs. Alors après, quand on est dans le feu de l'action, c'est difficile de se remémorer ces différents pièges. Mais déjà, en être conscient, c'est un point positif. Et après, il y a la communication. Si on est seul et qu'on rentre dans une erreur de représentation, eh bien les autres peuvent rentrer aussi dans cette erreur de représentation, mais pas forcément. Et donc, c'est la communication qui va permettre à quelqu'un de sortir d'une conscience défectueuse grâce aux interventions des autres. Donc, là encore, c'est la communication qui est très importante, la baisse du gradient d'autorité qui va permettre, par exemple, qu'un commandant de bord qui se fourvoie va être rappelé à l'ordre, entre guillemets, par son copilote qui va lui ouvrir la conscience de la situation que lui ne voyait pas du tout. Très bien. Merci à tous les deux. Bon, pour enfoncer le clou, je vous propose un petit acronyme qui résume un peu ce que nos gentils intervenants vous ont donné, et notamment l'idée du ralentir, du freiner, dont parlait Hervé Caliza. Parce que n'oubliez pas, on est en environnement dynamique. On a une pression temporelle, on a de l'enjeu, on est stressé, on veut aller vite. Et un des enseignements de l'AF447, on l'appelle le Rio-Paris, loin de moi de refaire le match sur le vol, mais on en a tiré quand même des enseignements. C'était typiquement une situation où vous voulez voir un environnement dynamique et complexe, c'était cet accident. Et à Air France, manifestement, on leur a dit, maintenant, vous ne pressez pas quand vous avez un incident, précisément. Et ça rejoint ce que dit Hervé, faire une pause, ralentir. Et vous connaissez l'acronyme RCP, réanimation cardio-pulmonaire, et je vous propose la réanimation cérébro-pulmonaire, quand vous êtes pris justement dans la décision rapide. Faites le R pour de la respiration abdominale. Donc là, je vous renvoie aux techniques de relaxation, des techniques d'optimisation du potentiel. Le C de communiquer. On revient sur la verbalisation de Christian.
on revient sur la remontée d'informations dans la cordée d'Hervé. Donc, verbalisez votre conscience de la situation. Ok, je me pose. Écoute, là, j'ai l'impression que j'ai un bronchospasme. Mais dites-le haut et fort. D'accord? Voilà. Et faire une pause. Et dans une situation dynamique, compter jusqu'à 5. On va le faire. Hein. Allez, on compte 5 secondes. Vous voyez comme c'est long, 5 secondes. Il y a un adage qui dit 10 secondes pour 10 minutes, qui vient d'un anesthésiste allemand. Ben, ça vous permet un balayage de la situation. Vous allez peut-être récupérer des choses, entendre des informations que vous devez entendre. Donc, retenez le RCP dans votre petite boîte à outils que je vous propose ce soir. Allez, on va continuer. On pourrait continuer longtemps. On va enchaîner sur les limites humaines. Alors, pour introduire le sujet des limites humaines, pour vous préciser un peu ce que j'entends par là, parce que vous pouvez vous dire, c'est quoi les limites humaines? On ne nous apprend pas ça, ni à la faculté de médecine, ni à l'IFSI infirmier. Eh bien, les limites humaines, c'est ça. Ça ne vient pas de moi, ce raccourci, ça vient du petit bonhomme qui est en haut à gauche, qui s'appelle Peter Brennan. C'est un chirurgien anglais. Vous pouvez aller voir, j'aime bien ses publications. Alors, c'est plutôt quelqu'un qui fait de la review, hein. Il est professeur je crois plutôt en gestion de risque, hein, mais il est chirurgien. Et Peter Brennan dit justement, vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous ne prenez pas soin de vous-même. Et il met cette image que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'avant de mettre le masque de l'enfant à oxygène, lorsqu'il y a la décompression, vous mettez le vôtre d'abord. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on entend par les limites humaines? Ce sont donc toutes ces mesures qui vont faire que vous êtes, comment dirais-je, en bonne forme pour être opérationnel. Alors, il y a évidemment le thème de la fatigue qui nous intéresse beaucoup, nous, les soignants, mais il y a des thèmes plus basiques que peut-être j'aborderai tout à l'heure et qui sont importants et qui rentrent dans ces compétences humaines. Hein. Donc, je reviens vers toi, Hervé. Justement, vous les guides qui faites quand même un métier physique, un peu comme le chirurgien hépatique qui part sur une greffe de je ne sais pas combien d'heures, comment vous gérez justement ces limites humaines? Alors, c'est... je sais pas trop, en fait. Non, en fait, alors nous, c'est une question assez vaste, en fait, parce qu'il y a la limite humaine, ça veut dire qui arrive après le cumul de travail. Ça veut dire qu'une saison, ça peut être 30, 40 sommets à plus de 4000 sur 2 mois. Donc forcément, à la fin de la séquence, on commence à être un peu cramé. Donc il y a cette fatigue-là. Et après, il y a ce que je vois dans les limites humaines, c'est qu'il y a un moment, c'est quand on est dans l'urgence et quand on a le temps de prendre une décision. Et il y a des moments, c'est pas si clair que ça. Et on doit faire des arbitrages parfois un peu rapides et on n'a pas le temps de prendre le temps. Et donc, du coup, il y a des moments, il faut accepter le fait qu'on fait ce qu'on sent, on improvise un peu et qu'on n'a pas le choix, quoi. Et donc, cette limite-là, il faut aussi qu'on arrive à vivre avec. Voilà. Donc, dans le premier cas, donc c'est la fatigue chronique. Et il faut qu'on apprenne. Alors au début, quand on est jeune, c'est hyper difficile parce qu'on a envie de bosser tout le temps. Mais on apprend avec le temps à prendre des pauses pendant la saison, à prendre des week-ends, même des fois des semaines complètes de repos. Et donc c'est l'âge qui aide aussi, etc. Donc on a un peu plus de maturité là-dessus. Sur le deuxième cas, là, donc quand il faut quand même quand il y a une certaine urgence à décider, et ce qu'on a trouvé, c'est de tout mettre en œuvre pour pas se retrouver dans des situations comme ça et d'essayer d'anticiper un maximum. Mais sur des courses en montagne où on est à 4000 pendant une dizaine d'heures, les situations, elles s'enchaînent en permanence. On est en permanence en mouvement et il y a un moment, voilà quoi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit
Et on fait des pauses régulières pour arriver à reconnecter avec l'autre. Et les pauses, elles peuvent être de 10, 20, 30 secondes en fait. Mais ça suffit simplement pour faire descendre le truc, pour sortir un peu du flow, pour respirer, et après on repart. Donc dans les deux cas, la fatigue chronique et le sentiment d'urgence qu'on peut ressentir sur le terrain, dans les deux cas, de toute façon, la seule solution, c'est de prendre le temps de respirer un grand coup. Donc ça peut être une semaine, mais ça peut être aussi 30 secondes, et de se poser, quoi. On n'a pas trouvé autre chose. Très bien. Christian, moi, je vais plus te poser la question. Alors, tu as quelque chose à dire, vas-y. Oui, je voudrais, Hervé est plus compétent que moi sur ces limites humaines. Je voudrais simplement parler du stress et du stress toxique. Donc, il y a le stress qui permet de mobiliser l'énergie et le stress toxique qui, lui, paralyse. Et je pense que sur ces questions de stress, on ne communique pas assez. Je vais donner l'exemple du givrage des sondes Pitot, qui a été la cause du crash du Rio Paris. Air France avait déjà eu des cas de givrage de sondes Pitot et il y avait eu des débriefings, des retours d'expérience qui disaient il y a eu ce givrage et puis on a laissé faire les choses et puis tout est redevenu normal au bout de 2-3 minutes. Et puis, rien n'était dit sur le stress. Et puis, j'ai discuté avec un instructeur d'Air France qui m'a dit que, en fait, quand il discutait avec les pilotes qu'il recevait sur simulateur et qu'il leur parlait du givrage des sondes Pitot, il m'a dit que, en fait, les pilotes ressentaient un stress considérable. Et il m'a dit, il y a un copilote qui m'a raconté que le commandant de bord avait été tellement stressé qu'il avait perdu tous ses moyens et c'est le copilote qui avait dû prendre en charge toute l'opération. Et après, mais le hasard a dit exactement la même chose, après, il a été dit que si on avait eu conscience, si les autorités d'Air France, les autorités européennes avaient eu conscience qu'il y avait un tel stress quand il y avait le givrage des sondes Pitot, le problème aurait été pris en compte en anticipation et des mesures auraient été prises, notamment de formation. Donc, il faut parler du stress toxique, etc. Très bien. Très bien. Bon, Je peux juste prolonger avec ça. Vas-y, vas-y. En alpinisme, on se retrouve dans des situations vertigineuses et ou très difficiles et ou très compliquées et ou très incertaines. Et en fait, le stress, c'est quelque chose, enfin, on vit avec en permanence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est flippé 24 heures sur 24, mais il y a quand même une dose qui est importante. Et c'est un vrai shoot, quoi. Et donc, quand on est dans des saisons et qu'on enchaîne les situations à haut degré d'intensité, en fait, c'est pas tous les jours, mais c'est plusieurs fois par semaine. Et ça fait partie d'un… Ouais, au bout d'un moment, c'est presque grisant parce qu'on traverse des situations qui, in fine, se passent bien à des hauts degrés d'intensité. Et si on ne fait pas attention à ça, en fait, progressivement, au bout de plusieurs dizaines de jours, on peut vraiment être très fatigué parce qu'on a eu du stress à répétition et il n'est pas rare en fin de saison qu'on ait une semaine vraiment de plat total parce que on est épuisé, quoi. Donc on tient, ça tient, voilà. Mais potentiellement ce type de structure, ça peut être assez fragile. Donc encore une fois, voilà, quand on arrive à faire des pauses dans la saison et ou des pauses dans la journée et qu'on n'est pas accroché à ce chronomètre en permanence comme notre culture nous l'a enseigné, si on arrive à se détacher un petit peu de ça, du flow, on arrive à faire redescendre
le rythme, à se calmer, à avoir les idées un peu plus claires, à avoir le corps un peu plus reposé. Oui, oui, c'est cette idée de ralentir est d'autant plus importante. On revient un petit peu en arrière, qu'elle permet. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Fradin qui a écrit un livre très bien là-dessus, sur ce qu'on appelle la bascule des modes mentaux. Hein, quand vous êtes dans ces situations complexes et dynamiques, vous êtes, on parle de hijacking, hein, vous êtes pris en otage, happé, capté par un système qu'on appelle le système 1, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un système automatique qui nous fait réagir vite, qui a l'avantage d'être rapide, instantané, à faible coût cognitif, mais qui peut nous piéger en termes de biais cognitifs, comme l'évoquait Christian tout à l'heure. Et ces techniques de ralentissement, rien que de respirer, on va réussir à ralentir, par exemple, sa fréquence cardiaque. Hein. Ça permet de faire ce qu'on appelle la bascule des modes mentaux en passant au système 2, qui lui est un système plus analytique. Alors, j'insiste, c'est des techniques qui s'entraînent. Ça ne se déclare pas. Les gens qui en parlent et qui l'utilisent, que ce soit les militaires, les sportifs, insistent beaucoup sur le caractère d'entraînement. Bon, pour votre boîte à outils, parce qu'on va passer aux questions, merci à tous les deux en tout cas hein, pour le témoignage. Pour votre boîte à outils, je voudrais quand même vous suggérer à nouveau un petit acronyme. On est là pour ça. L'HGT, hein, hémoglucotest, vous savez tout ce que c'est. Eh bien, ce n'est pas que ça. L'HGT, c'est hydratation, glycémie et nutrition et toxique. Donc, hydratez-vous. Il y a plein d'études chez les enfants, chez les sportifs, qui montrent qu'il y a une baisse de performance dès une perte de 1% de son poids théorique. Et donc, hydratez-vous bien. Et ça revient de Peter Brennan à nouveau. Quand vous allez faire pipi, regardez la couleur de vos urines. Si elles sont trop concentrées, vous buvez une petite bouteille d'eau, hein, pas de 1 litre, mais vous réhydratez. La glycémie, la nutrition, ayez un petit déjeuner dans le ventre avant le programme de pédiatrie, le programme de chirurgie cardiaque. Vous ne pouvez pas partir avec une glycémie basse, ça va parler sur vos performances. Et les toxiques, eh bien, nous sommes très pudiques dans le monde médical, mais l'alcool est très normalisé, vous le savez comme moi, j'ai fait des études de médecine comme vous. Les médicaments, on est comme tous les Français, on prend des médicaments et il y aurait intérêt à s'intéresser à comment mieux nous éduquer à la prise de certains médicaments. Les chirurgiens, il y a des études maintenant qui démontrent bien qu'ils ont des problèmes d'articulation, de douleur en milieu fin de carrière. La fatigue, écoutez, pour la fatigue, j'ai envie de vous mettre, on ne va pas pouvoir tout mettre, mais je vais vous mettre ça. L'évidence ne se discute pas, c'est des images de la sécurité routière. Je ne vois pas pourquoi, quand vous prenez la route pour aller en montagne, on vous dit de vous arrêter toutes les 2 heures et que vous faites une intervention de 8 heures sans vous arrêter. On n'est pas des surhommes. Quand on rentre dans le bloc opératoire, on ne se transforme pas en Marvel. Donc, aménager des pauses, c'est le mot-clé qu'a prononcé Hervé. Et je terminerai par ça. N'oubliez pas qu'à 17 heures de temps d'éveil, les tests psychotechniques, psychomoteurs ont montré que vous êtes comme des gens qui ont 0,5 g d'alcool par litre dans le sang. Voilà. Donc, attention à vos niveaux de fatigue. Bon, voilà, écoutez, je crois qu'il est 20h. Non. Attends, je voudrais si on a 5 minutes, oui. Je voudrais rajouter quelque chose sur le contradictoire, parce qu'on a parlé du contradictoire comme un principe, mais le contradictoire se construit, hein, c'est-à-dire que ça nécessite des modalités, ça nécessite d'y passer du temps, ça nécessite de prévoir des structures de contradictoire. Par exemple, alors ça peut être l'avocat du diable. Kennedy, quand il a été confronté à la crise des missiles, il a désigné son frère Robert comme avocat du diable. Quand les Israéliens ont perdu la guerre du Kippour à cause d'un dysfonctionnement du renseignement militaire, il a été créé au sein du renseignement militaire un bureau des avocats du diable. Ça peut être aussi, lorsqu'on prend une décision, avoir une contre-décision pour
pouvoir peser deux solutions contradictoires. L'amiral Rickover qui a décidé de la filière nucléaire pour les moteurs de la marine américaine, il a dit « je ne prendrai jamais une décision si on ne me propose pas en même temps une décision contraire ». Ou bien c'est ce cabinet d'architectes où chaque chef de projet a un projet, mais régulièrement, il y a un collègue qui vient voir où il en est pour apporter du contradictoire. Ou bien c'est cette étude qui a été faite dans les urgences en France, pilotée par la Pitié-Salpêtrière, qui a montré que quand deux médecins voyaient chaque jour, pendant 10 minutes, 3 fois par jour, un dossier du patient, il y avait une baisse des erreurs médicales de près de la moitié. Donc le contradictoire, c'est essentiel et il faut le construire. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux. Là, bon, on est à 1 heure quasiment de webinar. On s'est dit qu'on prendrait 2-3 questions. J'appelle la régie, savoir s'ils ont sélectionné 2-3 questions ou pas d'ailleurs. Sinon, je ferai la conclusion. Non, tu avais eu, on va dire, une remarque dans le chat concernant les briefings et débriefings qui devraient être intéressants à mettre en place pour la qualité et la sécurité. Et ensuite, tu as effectivement une question sur, vous avez parlé du miracle sur l'Hudson, qui a été en partie répondu dans le chat, mais est-ce que le commandant Sullenberger, finalement, est-ce qu'il a pris le temps de faire une pause pour prendre ses décisions? Il n'avait pas beaucoup de temps. Alors, j'ai des choses là-dessus. Alors d'abord, quand il y a une urgence, il y a une dimension importante, c'est l'entraînement et la compétence. Lorsqu'il y a un homme à la mer, il y a immédiatement un certain nombre de mesures à prendre, et puis après, on a peut-être un petit temps de réflexion. Mais il faut lancer une balise, enfin je ne sais quoi, lancer une bouée immédiatement, arrêter le bateau, etc. Donc ça, c'est une urgence. Et puis, s'agissant de Sullenberger, quand on lui a posé la question, pourquoi vous avez réussi ce vol plané et atterrir sur l'Hudson? Et on lui a dit, c'est parce que, beaucoup disaient, c'est parce qu'il avait il était pilote de planeur, donc il connaissait bien le vol plané, etc. Et il a dit non, non, c'est pas du tout ça qui m'a aidé. En fait, c'était ma formation de pilote de chasse. Il disait, parce que quand on est pilote de chasse, on apprend 2 choses. On apprend l'inertie et on sent très bien quelle est l'inertie de l'avion, ce qu'on peut faire avec. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il était responsable de la sécurité des pilotes de chasse dans le cours de sa carrière. Et il disait qu'il y avait beaucoup de pilotes de chasse qui se crachaient parce qu'en fait, ils déclenchaient trop tard le siège éjectable. Et il disait, j'ai repensé à ça parce que je me suis dit, je ne vais pas essayer de sauver l'avion en essayant d'atterrir à Teterboro, je vais essayer de sauver les passagers. Et donc, en fait, le mythe de sa compétence de pilote de planeur, ça c'est une légende urbaine. C'était sa compétence de pilote de chasse et sa compétence de responsable de la sécurité dans l'armée de l'air américaine. Voilà, donc allez voir le film Sully. Je crois que ça va faire. Oui, mais j'ai surtout lu les mémoires de Sullenberger. Oui, parce oui. qu'il a écrit un livre. Oui, qui n'est pas facile à trouver. Oui, mais il explique exactement ça. Il dit, c'est ma compétence de pilote de chasse et ma compétence de responsable de la sécurité dans l'armée de l'air américaine. Voilà, donc un bon livre encore à avoir sous le sapin ou à votre anniversaire. Avec, je le répète encore une fois, les livres de Christian que vous entendez là. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à faire cadeau et pour vous-même, c'est des livres délicieux à lire. Bon, écoutez, messieurs, merci de vous être prêtés au jeu. Je vais juste
quand même pour le groupe vous remercier encore le groupe qui m'a aidé, le groupe Facteur Humain en Santé, qui m'a aidé à présenter ce webinaire. Le groupe Facteur Humain en Santé, c'est tout un ensemble de personnes qui viennent de différents horizons. N'oubliez pas d'aller lire les recommandations pour la partie professionnelle que ce groupe a faites avec la Société française d'anesthésie-réanimation. Première recommandation où on parle de facteurs humains en santé qui sont vraiment formalisés. Et j'espère que vous serez nombreux cette année à Nîmes au colloque de facteurs humains en santé. Alors, je vois que je n'ai pas mis la date. Eric, je ne sais pas si tu as la date. Je suis un peu gêné de ne pas mettre la date là. Je crois que c'est le 9 juin. Ouais, c'est le 9 juin. Merci Eric. Et je remercie Eric Petiot à la régie qui, entre ses vols, parce qu'il est pilote de ligne, m'a bien dépanné. Nathalie Robinson, je ne sais pas si elle est là, mais vraiment, bon, je l'ai eu au téléphone. Merci Nathalie pour la diffusion de la pub. Et François Jolin qui porte ce beau bijou qui est le groupe Facteur Humain en Santé à bout de bras, avec des geeks boiteux comme moi. Voilà, merci Hervé de ta disponibilité pour nous. Christian, c'est pas la dernière fois qu'on va exploiter, te sucer encore dans le cerveau, tes connaissances. Vraiment, vous êtes des personnalités formidables et qui peuvent apporter beaucoup aux soignants. Voilà, prenez soin de vous. On va se quitter là-dessus. Merci à ceux qui sont venus. N'oubliez pas de diffuser l'info parce que ce sera disponible sur le site du groupe Facteur Humain en Santé. Et à un prochain regard croisé, j'espère, avec d'autres personnalités qui pourront nous apporter leur éclairage sur les thèmes FOH. Au revoir. Merci tout le monde, salut. Au revoir. Merci tout le monde.